Aujourd'hui, j'enfile mon habit de lumière, enfin j'appuie sur le filtre Cagole au bois dormant pour vous faire le show. Ça va être un peu comme un spectacle de stand-up, sauf que bon, je suis assise dans mon lit et que je peux couper autant de fois que je veux pour retrouver le fil de ma pensée. Ça, c'est bien. Alors, cagole au bois dormant, parce que je n'ai de belle que le filtre, ça déjà, voilà. Et puis parce que, en fait, cagole, c'est juste pour pouvoir prendre mon accent du sud que j'adore prendre. Il est totalement improbable, hein. Des fois c'est l'accent du sud-ouest, des fois c'est l'accent marseillais. C'est peut même virer au belge une fois, mais c'est pas grave, c'est mon accent, c'est comme ça, c'est mon personnage, j'aime bien. Alors évidemment, le côté bois dormant, c'est parce que ça fait quand même 6 ou 7 ans maintenant que je dors debout tout le temps, hein, en fait, même derrière les yeux ouverts. Voilà. C'est vrai que la Belle au bois dormant, c'était quand même beaucoup plus joli, je veux dire. C'était une image pastorale, c'était très bucolique. La jeune femme qui file la haleine avec son rouet dans son beau château et qui finit par se piquer en filant délicatement sa laine. C'est beau, c'est pastoral. Alors, moi, bon, j'avais le côté champêtre, hein. Ça, je me souviens bien, c'était un jour de mai 2012, je désherbais dans mon jardin, là, je me battais dans les hautes herbes. Et d'un seul coup, je me suis fait agresser par une espèce d'arachnide qui m'a sauté à la gorge, qui m'a mordu là direct sur la jugulaire. C'était une bataille monstrueuse. Alors, j'en rajoute un tout petit peu, mais c'est presque vrai. C'est presque vrai. En tout cas, je désherbais, j'étais dans les grandes herbes, là, je sens un truc là comme ça, comme une araignée qui me frôle. Un bon arachnophobe, je flippe ma race. Et puis je me dis non, tu te raisonnes, tu te reprends, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Donc je me suis raisonnée, j'ai continué à désherber. Et puis le soir, j'étais comme ça en train de toucher, là, et je me dis, oh dis donc, j'avais oublié qu'elle était aussi grosse, ces graines de beauté, là. Oh. Puis ça me fait un drôle d'effet parce que je me dis, mais c'est ma sœur qui a un gros grain de beauté dans le cou, là, c'est pas moi. Si, attends, je tripote, et d'un seul coup, je sens que sous mes doigts là, je sens que le grain de beauté il a des petites pattes qui s'agitent dans tous les sens. Alors j'écris, mon chéri, au secours, viens m'aider. Mon chéri, il a accouru, puis on a fait ça bien, hein, on connaissait. La maladie de Lyme, on avait entendu parler parce que ma tante l'avait eu. Alors, on a retiré la tique, là, soigneusement, avec un tire-tique, on a désinfecté, et puis voilà. Et puis, on savait que s'il y avait un érythème migrant, ben, c'était la merde, parce que ça voulait dire que j'avais attrapé la maladie de Lyme. Mais moi, j'ai pas eu d'érythème migrant. Là, je crois qu'il faut que je t'explique brièvement. En fait, la tique, c'est effectivement une arachnide, hein, avec ses 8 pattes, et puis son rostre qu'elle t'enfonce dedans, en fait, tu vois, elle le rentre à l'intérieur de toi, puis elle te suce le sang. Si, si, c'est vrai. Voilà, voilà. Et alors, le problème, c'est que si jamais tu lui touches l'abdomen pendant qu'elle te pompe le sang ou quelque chose, ou qu'elle est stressée, tu sais ce qu'elle fait, la tique? Elle te régurgite dedans. Elle te dégueule à l'intérieur, si t'as bien entendu. Elle te file tous ces parasites, tout ce qui l'infecte elle-même, toutes ces bactéries, tous ces virus. Alors, pas de panique, si la tique, elle t'a filé toutes ces saloperies et que tu as un érythème migrant, ça fait comme des cercles concentriques rouges. Ça veut dire que tu as la maladie de Lyme, tu es infecté. Là, tu prends 3 semaines d'antibiotiques, ça tue les bactéries Borrelia. Elles s'appellent les bactéries de la maladie de Lyme. Ça les tue et c'est fini. Voilà. Par contre, si t'as pas l'érythème migrant mais que la tique, elle t'a quand même vomi dedans, j'aime autant te dire, c'est la merde. Parce qu'en fait, la petite copine Borrelia, là, qui est une bactérie de merde, elle va pirater ton système immunitaire, en fait, tu vois, elle va le détourner pour s'en servir pour pas que ça l'attaque, elle. Le problème, c'est que ton système immunitaire, du coup, ben, il sait plus très bien fonctionner. Et du coup, toutes les autres petites copines que la tique t'a filé, tu vois, elle t'a filé Borrelia, une bactérie, mais elle t'a aussi filé des virus, des parasites, tout ce qu'elle contient, elle. Et ben, ces autres trucs-là, comme Borrelia, elle a bousillé le système immunitaire,
et ils peuvent se mettre à te bousiller aussi. Ouais, c'est con, hein? Ben oui. Et le problème, c'est que là, tu peux plus rien faire, en fait. Oui, non, alors je vais t'expliquer, c'est un peu compliqué, mais c'est rigolo, tu vas voir, c'est super rigolo. Si tu n'as pas l'érythème migrain, tu peux toujours faire un test pour savoir si tu as Borrelia à l'intérieur de toi. Voilà. Il y a juste un petit souci avec les tests. C'est que quand ils ont mis au point les tests, ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait plein de gens qui étaient porteurs de la maladie de Lyme. Ah, qui est pourtant censé être une maladie rare. Alors ils se sont dit, oh bah, il doit y avoir un problème de test. Nos tests sont trop sensibles, hein, puisqu'il y a plein de malades, baissons la sensibilité. Du coup, bah, plus personne n'est malade d'après les tests. Ah oui, j'ai oublié de te dire aussi que en France, par exemple, on teste 3 souches de Borrelia. Il y en a 30 rien qu'en France, 300 dans le monde. Moi, par exemple, j'ai fait faire mes tests à l'étranger, au Luxembourg ou en Belgique, une fois, je crois, je sais plus. Bon, ben, je suis positive à 5 souches, tu vois, voilà. Dont aucune neuro, alors que mon cerveau est dévasté. Mais c'est parce que c'est pas Lyme qui me dévaste le cerveau, c'est les autres co-infections. Voilà. Donc toi, tu reviens négatif. Alors tu cherches ailleurs, hein, tu comprends pas ce qui t'arrive parce qu'en fait, Borrelia, ça te touche absolument partout. C'est selon les souches, ça peut te toucher le cœur, ça peut te toucher la peau, ça peut te toucher le système nerveux, ça peut te toucher le cerveau, ça peut te... C'est plein de choses rigolotes comme ça. Et toi, tu comprends pas pourquoi tu t'effondres comme ça. Tout le monde te dit non, non, tu vas bien. Ah ouais? Ah ben je vais bien. Ah bon? Ah ben je dois devenir folle alors. Ah ben ça va falloir t'y faire parce que ça va revenir souvent, hein. Ah oui, si, si. Il y a surtout un petit problème de définition finalement, hein. Le Lyme chronique n'existe pas, d'accord. Bon, alors, parce que quand tu as traité Borrelia avec 3 semaines d'antibiotiques, soi-disant, tu es guéri. D'abord, c'est pas vrai, parce que si Borrelia est disséminé partout dans ton corps, tu risques pas de l'avoir en 3 semaines d'antibiotiques, hein. Là, je te parle pas de quand tu viens de te faire mordre, hein, et tout dégueuler dedans. Non, je te parle de quand c'est déjà bien installé, quand t'as pas eu l'érythème, que tu as cru que tu n'étais pas malade et que les petites saloperies ont pu se disséminer absolument partout dans ton corps, dans tous les tissus de ton corps. Tout, tout, tout. Mais, d'autant qu'elle se cache dans des biofilms ou alors elle peut se foutre dans les petits vers que la tique t'a filé, tu vois. Elle colonise les petits vers qui, eux, te colonisent. Non, c'est super marrant. C'est super marrant. Ah oui, parce que ce que je t'ai pas expliqué, c'est que les Borrelia, les bactéries de Borrelia, c'est des cousines des bactéries de la syphilis. Si, si, tu vois, la syphilis, tu vois le truc. Alors, je t'explique, c'est des bactéries, elles sont en forme de tire-bouchon, comme ça. Et du coup, eh ben, elles peuvent aller se foutre dans tous tes tissus, dans tous les tissus de ton corps, même dans le cerveau, elles creusent comme ça. Et c'est pour ça qu'elles peuvent aussi creuser dans les petits vers que tu as. Tu vois, moi, par exemple, j'ai le cerveau bouffé de petits vers. C'est pour ça, quand on me dit c'est dans ta tête, bah ouais, c'est dans ma tête, je te confirme. Ma tête est café de saloperie, là, en tout genre, hein, vers, parasites, bactéries, ce que tu veux. Il y a tout. Il y a tout. Cousine de la syphilis. On a des liens de parenté géniaux, j'adore. Tu verras, il y en a plein comme ça. Alors, la syphilis, ça te parle, la syphilis? Non, tu te souviens pas, parce que c'est vieux, ça, maintenant. On n'a plus la syphilis, mais à l'époque, euh, la syphilis, Dorian Gray, par exemple. Ça te parle, le portrait de Dorian Gray? Eh ben voilà. Eh ben c'est nos vies. On vit exactement la même chose. C'est fabuleux. C'est-à-dire que Dorian Gray, lui, alors il était beau dans la vie, en fait. Si jamais t'as pas lu, je t'explique, hein. Et en vrai, il avait une peinture de lui qui est cachée, parce que cette peinture de lui, eh ben, elle reflétait toute sa mauvaise vie. Là, on voyait toute sa mauvaise vie qui se manifestait. Tu sais, t'as mangé trop des trucs saloperies, t'as des boutons partout. Enfin, l'inverse. On est pareil, on a une image géniale, hein. Les gens, ils nous voient tout à fait beau, normal, on a bonne mine. Et en vrai, nous, eh ben, à l'intérieur, on est tout pourri. On a cette tête-là à l'intérieur, avec les ressentis qui vont avec. Tu connais, comment il s'appelle ce petit comique là, qui est tout déformé comme ça là? Eh ben, nous, on est pareil, mais dedans, et ça se voit pas. C'est bien remarquant, ça se voit pas. Voilà, faut être positif.
Ah bah si, demande à Guillaume Batz, moi je suis sûre, Guillaume Batz, il aimerait bien qu'en vrai ça se voit pas à l'extérieur. On a quand même du bol. Du coup, ils ont pas complètement tort, les détracteurs. Finalement, parfois les gens, c'est plus tout à fait de Lyme qui souffrent en fait, ils souffrent des co-infections de Lyme. Voilà, donc il faudrait définir le truc en fait. Mais bon, visiblement, ils ont autre chose à foutre. Puis les malades aussi, parce qu'eux, ils ont à foutre de survivre. Hmm. Ah bah si, ça occupe. Ah si, si, je te jure, si, ça occupe, ça te prend du temps. Alors en attendant, bah, toi tu erres, tu commences à errer. Tu erres dans ta vie, tu erres dans ta tête, tu erres entre les différents médecins que tu rencontres et qui te disent toujours que tout va bien. Oh ouais, non, tu vas pas trop bien. Alors le premier symptôme, en fait, je t'ai pas dit, c'est une espèce d'état grippal. Voilà, t'es comme si t'avais chopé la grippe, tu vois, t'es tout pas bien, t'as mal à la tête, t'as de la fièvre, t'es tout courbattu de partout. Juste, t'as pas de symptômes ORL. Tu te mouches pas, t'as pas mal à la gorge. Alors, ça t'arrive une fois, deux fois, tu te dis, tiens, c'est bizarre, on dirait que mon corps, je tombe bien souvent malade quand même. Enfin, je tombe souvent malade. Non, parce que justement, on dirait que mon corps, il arrive à chaque fois, je tombe pas malade finalement. Mais on dirait que mon système immunitaire, il a un peu de mal à lutter. Bon, c'est des crises. Des crises dans le temps. Et aussi des crises, c'est sous forme de crise en fait, les douleurs, les symptômes. En fait, c'est même sous forme de guirlandes de Noël. Tu sais, les guirlandes de Noël qui s'allument un coup là, un coup là, un coup là, un coup là. Bah, c'est exactement ça qu'on vit. C'est-à-dire, tu peux avoir super mal à la tête, là, pendant 5 minutes, mais sauvage, hein, une hache dans la gueule comme ça. Et 5 minutes après, t'as plus mal à la tête. Par contre, qu'est-ce que t'as mal au coude? Et puis en même temps, t'as un petit peu la gerbe. Et puis 10 minutes plus tard, t'as plus du tout la gerbe. Par contre, t'as le pied là qui veut plus avancer. Enfin, c'est du n'importe quoi. T'as presque envie de comprendre les médecins qui trouvent que c'est n'importe quoi. Parce que c'est vrai, c'est festif. Oui, si, c'est vrai, c'est festif. Ah bah si, guirlande de Noël. C'est festif, t'as pas le temps de t'habituer, t'as pas le temps de te lasser, tu vois. Enfin si, parce qu'il y a des symptômes qui restent tout le temps, tu peux t'en lasser, mais quand même, il y a ce côté renouveau chaque jour, chaque heure, chaque instant, Parce que les symptômes, ils peuvent durer 5 minutes, hein, voilà, pendant 5 minutes, t'as hyper mal à ton coude, tu crois que tu te l'es pété, puis 5 minutes après, il te fait plus mal. Par contre, le genou, là... Parce qu'en attendant, toi, tu vas pas trop bien, hein, tu vois, tu te réveilles le matin, tu dois le connaître, cet état, tu sais, cet état du lendemain, tu te réveilles complètement embrumé, là, tu sais plus très bien où tu es, qui tu es, tu vois rien que trop de lumière, tu distingues rien des sons qui viennent te frapper le cerveau comme ça, là, comme des baffes dans la gueule. Ah tiens, mon accent lyonnais. Ton cerveau d'ailleurs, il a l'air beaucoup trop gros pour ta boîte crânienne. Et il tient pas dedans, hein, c'est pas possible, ça rentre pas là. Essaye de bouger là, tu vois, tu commences à bouger, tu te rends compte, t'as mal partout, la vache, on dirait que t'es passé sous un camion. Alors t'essayes de te lever quand même, tu vois, de pas renoncer. Ah, les épaules en bouillie, t'as mal partout dans les bras, tu sais même plus si c'est les muscles, les tendons, les os, tu comprends pas ce qui t'arrive. T'as la nuque raide, douloureuse, la tête elle pèse 3 tonnes et puis ça tangue, oh si ça tangue, oh là là, ça tangue complètement, tu sais plus rien là. Tu te dis, oulala, vas-y arrête de bouger, stabilise-toi là, prends appui sur ce coude, ouah, oh là, il est enflé le coude là, non? Oh, je sais pas, j'arrive pas à voir. T'es complètement... Tu te dis, j'ai fait un pogo ou quoi? Tu comprends pas parce que t'as une vraie gueule de bois, sauf que t'as pas bu hier, quoi. Ah, tu te dis, la vache, t'essayes de te lever quand même, et puis tu te rends compte, c'est pas seulement la gueule de bois, en fait, hein. T'es bourré, hein. T'es bourré gratos, de tout tangue, tu tiens pas debout, c'est juste l'enfer. Enfin, l'enfer. Faut voir le bon côté des choses, hein. Tu, tu te prends des cuites pour pas un rond. Que je t'ai dit que c'est festif.
C'est là que tu comprends pourquoi on appelle les gens qui vont chez les médecins des patients. Ah bah si, ah bah là il faut, si, tu es patient là, tu passes ton temps à attendre en fait, hein. Tu attends dans les salles d'attente, tu attends le prochain rendez-vous, tu attends le prochain examen, tu attends les prochains résultats, tu attends le prochain traitement, tu attends le prochain médecin parce que celui-ci peut rien pour toi, tu attends tout le temps. Tu sais comme la chanson de Johnny, je t'attends, je t'attends. Je t'attends, je t'attends, je t'attends, je t'attends, je t'attends. Oui, ça redonde, ça redonde. Tu es dans un espace-temps figé. T'attends, tu sais même plus quoi. T'attends que la douleur passe. T'attends que la crise passe. T'attends de comprendre ce qui t'arrive. Ça, tu peux attendre. Hein. Même dans les traitements, tu dois être patient. Ben oui, même dans les traitements, puisqu'on t'a expliqué, c'est le bordel, en fait. Il y a tout qui se déclenche en même temps. Donc, par exemple, imagine, tu butes toutes les bactéries Borrelia de merde, mais tu as quand même toutes les co-infections qui restent derrière. Alors, du coup, toi, tu crois que tu t'es libéré de Borrelia, donc tu attaques, par exemple, les parasites au hasard. Et puis hop, ben, quand tu attaques les parasites, qu'est-ce qui se passe? Ils meurent et ils libèrent toutes les Borrelia qui étaient planquées dedans. C'est sans fin. C'est sans fin, c'est l'horreur. Ah, il y a encore plus drôle au niveau des traitements, il y a encore plus drôle, c'est ce qu'on appelle les réactions de Herxheimer. Herx, quoi. Qu'est-ce que c'est un Herx? Un Herx, c'est une réaction au traitement. Je t'explique, quand tu butes tes bactéries ou que tu leur fais du mal avec des antibiotiques, bah, la bactérie, elle libère des toxines, même si elle meurt. Qu'elle soit attaquée ou qu'elle meure, elle libère des toxines. Et d'ailleurs, même quand elle est morte, son cadavre, il reste toxique. Donc toi, tu es avec à l'intérieur de toi des petits cadavres toxiques qui libèrent des toxines. Et donc qui font que tes symptômes augmentent. Donc quand tu guéris, tes symptômes augmentent. C'est facile pour y voir clair. Tu deviens débile. Débile et vieille. Très vieille. Tu as 100 ans à l'intérieur de toi. Tu comprends pas très bien ce qui t'arrive. Mais tout va bien. Tu multiplies les examens médicaux, tout va bien. Alors c'est un petit peu inquiétant quand même parce que tu te dis, tiens, peut-être je deviens barjot, surtout quand les médecins te disent, bah tiens, peut-être que tu deviens barjot. Tu te retrouves comme une petite vieille, et puis t'as tout le temps mal partout, même aux muscles là, et je t'ai dit, t'as des courbatures, mais en plus tu te rends compte, tu perds ta force. T'arrives plus à ouvrir des bouteilles, c'est difficile. Les briquets avec sécurité, enfin. Ah bah tu peux pas. Ah, voilà, aussi, il y a un avantage à avoir une telle faiblesse musculaire, c'est que du coup, quand tu fais des progrès, tu t'en rends compte. Moi, par exemple, il y a 3 ans, j'ai fait un bras de fer avec ma fille qui avait 9 ans. Bon, bah, je me suis fait éclater. Bon, alors là, ça te permet de mesurer, tu te dis quand même, ouais, ça, il y a des dégâts. Mais quand l'année d'après, tu bats de justesse, mais tu bats quand même ton gamin de 13 ans, un garçon de 13 ans qui commence à, tu vois, un peu plus qu'une petite fille de 9 ans quand même. Voilà, tu te dis, bah voilà, j'ai progressé. Ouais. Ah oui, il y a un truc terrible aussi, c'est quand tout ça, ça t'arrive au moment de la quarantaine. Tu sais, la crise du milieu de vie, tout ça. Ce moment où tu es censé remettre en question ta vie en te disant, bon Dieu, c'est ça ma vie, du coup, est-ce que c'est bien ce que je voulais? Est-ce que j'ai bien pris la bonne direction, tout ça? Et bien là, tu arrives dans cette crise, tu te retrouves complètement comme une espèce de moule sur son rocher, là, et tu te dis, ah mais c'est déjà fini en fait, ma vie? Ah bah j'ai pas eu le temps de m'adapter moi, j'ai pas eu le temps de rectifier le tir. Ah, j'ai 90 ans. Oh putain. Ouf. Du coup, la crise de la quarantaine, tu la vis pas. Alors moi, j'ai quand même envie de te dire, là, quand même, il faut que tu te rassures, hein, parce que être capable de multiplier les examens médicaux, parce que tu te sens te liquéfier, et d'entendre à chaque fois tout va bien, sans sombrer dans la folie, c'est quand même un signe de super santé mentale.
Ah si, si, je te jure. Ah non, faut être solide, hein. Si, si, faut être solide. Surtout que tu as ton entourage qui dit la même chose que les médecins, en fait, parce qu'on leur dit la maladie de Lyme chronique, ça n'existe pas. Ah, faut pas dire la maladie de Lyme, je t'ai pas dit. Ah oui, alors je t'explique. Tu dis jamais la maladie de Lyme. Non, non, non. Si tu dis Lyme, ça ferme tout. Ça ferme les esprits, ça ferme les cœurs, ça ferme les cerveaux. Je sais pas, c'est un mot, ça ferme. Attention, surtout pas. Alors tu peux dire je souffre d'une infection froide. Ça c'est bien. Tu peux dire je souffre d'un syndrome infectieux multisystémique. Oui, ça c'est bien, ça t'as le droit. Ça oui. Mais pas Lyme. Ah non. Attends, ça n'existe pas. Tu es barjot, tu es barjot. Quoi, ça existe dans les autres pays? Oui, bah ça existe dans les autres pays, mais pas en France. Si pour les animaux? Oui, eh ben ça existe pour les animaux, mais pas pour les humains. Bah non. Bah ça se saurait. Voilà. Bon, alors qu'est-ce que tu fais toi? Tu sais que ça se trouve chez les animaux mais pas chez les humains et tu sens bien que ça va pas trop. Alors tu vas en parler à ton veto à un moment. Parce que tu sais que les animaux, eux, ils ont des tests fiables. Mais pas toi, parce que tu es humain. Alors tu vas voir le veto, tu lui en parles discrètement. Alors là, c'est rigolo. Parce que d'un seul coup, tu vois ton veto qui rentre sa tête dans ses épaules comme ça. Il se fait tout petit. Puis il arrête pas de regarder autour de lui comme ça. Il n'y a personne, hein, vous êtes que deux dans la pièce. Mais il flippe le veto, il flippe. Il te dit, ah oui, je connais le problème. J'ai un collègue, il s'est soigné tout seul avec des traitements pour les chevaux. Je comprends votre situation, mais je peux rien faire. Alors tu le supplies, tu lui dis, ah mais gars, je suis en train de te crever là quand même. Alors il te dit, bon, allez, d'accord. Alors tu deviens, moi en tout cas j'étais un gros chien nommé Gaspard qui avait 6 ans. Voilà, on a fait des examens comme ça. Et les autres médecins, eux, pendant ce temps, ceux qui s'occupent des humains, bah, ils te maintiennent que la Lyme chronique, ça n'existe pas. Ils te disent, oui, mais alors bon, quand même, il faudrait un petit peu prendre des mesures. Vous dites que vous avez de la température, bah, faites des relevés. Vous dites que vous avez, qu'est-ce qu'ils te demandent de faire? Je sais pas, la tension ou n'importe quoi, faut faire des relevés, faut prendre... Et puis, t'en as d'autres, au contraire, qui te disent, mais enfin, arrêtez de prendre votre tension, arrêtez de prendre votre température. En fait, quoi que tu fasses, tu fais pas bien. Et ça, c'est la règle, parce que de toute façon, tu es à moitié fou. Hein, voilà. Donc, quoi qu'il arrive, tu vas faire des conneries, ça va pas être bien. Ça, c'est une certitude. Et d'ailleurs, voilà, en fait, on pourrait résumer en disant Lyme, c'est la maladie de la honte. Ben oui, de l'humiliation. Si, si. Déjà, c'est la maladie de l'humiliation parce que c'est une maladie invisible. Les autres ne voient rien, ils te trouvent même bien, même bonne mine. Toi, tu tentes de t'exprimer, tu galères, tu butes sur tout, les mots, les idées, à organiser ta pensée, arriver à la sortir dans l'ordre. Tu as l'impression d'être complètement ravagé de bulbe. Et l'autre en face, il te trouve bien. Mieux même. Alors, j'ai bien conscience que c'est particulièrement difficile à imaginer quand on ne le vit pas. Je vois, même pour mes proches, moi, une fois, j'ai écrit quelque chose que je venais de vivre. Et mon mari m'a dit, mais si tu l'avais pas écrit, j'avais beau être là et te regarder, jamais j'aurais pu comprendre. Alors, je vais vous lire ce que ça m'a coûté de vouloir faire une petite salade. Une petite salade sous vide, hein, déjà nettoyée, hein, attention, hein. Attention. Vous êtes prêts? Non, d'ailleurs, je vais pas lire parce que ça va être chiant. Je vais juste me souvenir parce que comme je l'ai écrite après cette histoire, je m'en souviens. Si. Ah, mais jamais tu croirais que faire une petite salade en sachet, c'est aussi difficile. Je veux dire, déjà, alors t'as l'idée, t'es sur ton canapé, déjà, il faut te lever. Ouais, et ben déjà, merde. Alors c'est dur, mais bon, tu y arrives, hein. Puis après, en tanguant comme tu peux, en te prenant les meubles, tu te diriges jusqu'à la cuisine, parce que c'est par là que ça se passe, ça tu sais. Tu arrives dans la cuisine, tu te dis, je dois faire une salade. Essayez, ça te revient. Ouais, salade, frigo. Oh putain, il va falloir que j'aille ouvrir le frigo et que j'aille dans le bac à légumes. Putain. Alors tu t'approches du frigo, tu te prends avec une main, là tu ouvres le frigo. Déjà c'est pas facile. Ah non? Ah non? Ben non, c'est pas facile. Et là, voilà, tu sais qu'il faut plonger vers le bac à légumes. Oh putain.
Alors tu tiens toujours ta porte comme ça, tu commences à te pencher. Et là, putain, tu sens mais tout ton sang qui monte, enfin qui descend du coup à la tête. Là, t'es comme ça, t'en peux plus. Tu te sens, t'as mal partout. Tu commences à plus avoir ta tout qui monte et tu perds toutes tes idées que t'avais déjà pas. Putain, je devais faire quoi déjà? Ah ouais, ouvrir le bac à légumes. Oh putain, je peux pas le faire à une main. Faut que je lâche la poignée du frigo pour l'ouvrir à deux mains. Alors tu lâches la poignée du frigo, tu essaies de choper le bac à légumes, tu l'ouvres à deux mains, tu tires bien droit comme ça. Oh putain, j'ai réussi. Qu'est-ce que je fais déjà? Qu'est-ce que je cherche? Ah oui, la salade. La salade, et puis il faut que je trouve le foie de morue. Il est dedans, il est à côté de la salade, c'est génial. Tu les chopes, euh, tu te raccroches comme tu peux à ta porte de frigo, tu sors tes trucs avec une main. Là, tu es dans la merde parce qu'il faut refermer le bac à légumes. Attends, tu poses vite fait sur le plan de travail à côté. Hop, tu te repenches pour fermer le bac à légumes. Quand tu te relèves, tu sais plus où tu habites. T'as plus d'idées, tu sais plus ce que tu fous là. Ah oui, ah oui, ça y est. Fruits de légumes, salade. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Ah, bah, j'ai trouvé un saladier. Alors, oh putain, il va falloir se pencher encore. Alors, tu fais un pas, tu t'approches du placard, et puis alors, même cinéma, et tu ouvres le placard, oh putain, j'arrive. Tu te penches, oh putain, tu vois plus rien. Tu prends le premier saladier qui prend, que tu touches comme ça, à tâtons, sans rien voir. Tu te relèves comme tu peux en tenant ton saladier. Tu sais plus ce que tu fais. Ah, si tu refermes la porte, euh, euh, j'ai un saladier, salade. Ok, alors, tu sais plus. Saladier, salade. Ah bah oui, je me fais une salade. Alors, je pose le saladier. Ah voilà, je pose le saladier sur la table. On va ouvrir la boîte de foie de morue. Ça, c'est facile. Ça, je peux le faire. Hop, je chope la languette. Je tire. Même moi, j'y arrive. Là, t'es trop contente. T'as fait un truc facilement, efficacement. Putain, non, il y a de l'huile de foie de morue partout. Oh non. Qu'est-ce que je dois... Qu'est-ce que... Sopalin. 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 Ah, tu cherches le sopalin. Alors, quand tu tournes la tête, dommage, ça y est, tu vois plus rien. Et bah, comme tu vois plus rien, bah comme tu sais plus. Alors attends, qu'est-ce que je... Ah oui, huile de foie de morue, ça, éponge, ça c'est très très bien. Tu te tournes vers l'évier, tu prends ton éponge, tu te tournes vers le foie de morue, hop, t'essuies, pas perdre le fil, vite, tu te retournes vers l'évier, tu rinces ton éponge. Putain, j'ai réussi. Maintenant, tu te retournes vers la table, tu verses ton sachet de salade ton saladier, le foie de morue avec. Il n'y a plus qu'à faire la sauce. Donc voilà, c'est la maladie de la honte. Soit tu saoules tes proches à chercher des réponses que tu cherches pourtant que pour trouver des solutions en fait. Hein. Quand le médecin te dit mais enfin je comprends pas pourquoi est-ce que vous voulez à ce point avoir un diagnostic. Peut-être pour avoir le traitement qui va avec. Alors là, c'est, tu vois, je me demande quand un médecin est un vrai connard comme ça, qu'il te dit oh bah vous avez sûrement quelque chose, hein. Enfin vous avez quelque chose, mais on saura sûrement jamais quoi. Il faut apprendre à vivre avec. Et dans ces moments-là, je me pose la question, est-ce qu'on doit dire monsieur ou docteur connard? Hmm. Soit tu passes carrément pour un cas psychiatrique puisque tu te focalises méchamment sur une maladie imaginaire. Imaginaire. Faut avoir de l'humour, hein, en fait, pour survivre à cette maladie. Avoir une maladie invisible est humiliant. Sentir ton corps, ton esprit se dégrader, se ravager, se détruire est humiliant. Arriver à t'exprimer correctement, lire le doute sur le visage de l'autre qui comprend rien est humiliant. Être seul, complètement seul avec ton gros merdier là, te faire balader de médecin en médecin et te faire toujours entendre dire que tout va bien est humiliant. Ne plus être capable d'exercer ton métier est humiliant. N'avoir aucun statut, n'être reconnu ni malade, ni quoi que ce soit, n'être plus rien pour la société est humiliant.
Rencontrer des gens qui ne te connaissent pas, qui te jugent sans savoir qui tu es d'habitude, est humiliant. Tenter d'expliquer des ressentis douloureux, des souffrances, alors que l'autre te trouve parfaitement normal et opérationnel, est humiliant. Avoir à se justifier est humiliant. Plus être capable de conduire tes gosses à l'école est humiliant. Du coup, bizarrement, tu plonges un petit peu dans la dépression et le mal-être quand même, hein? Oui, si, bah oui, c'est dingue, hein? C'est vrai que là, tu deviens un petit peu sensible quand même. C'est-à-dire que parfois, une phrase, ça peut suffire à te foutre complètement en l'air. Du type, euh, Oh, il faut encore que je pose un jour pour t'emmener chez le médecin. Ah voilà, une phrase, 12 mots, l'humiliation totale. Prends tout dans la gueule, et tu te prends dans la gueule que tu es un poids, un boulet, que tu n'es plus rien, tu n'es plus une femme, tu n'es plus une mère, tu n'es plus une épouse, tu n'es même pas malade officiellement, tu n'es plus rien. Et des fois, quand les autres le vivent un petit peu mal, la situation, c'est vrai que toi, tu peux péter un petit câble quand même, parce que t'as un petit peu envie de leur dire, ouais mon gars, je comprends que tu as un caillou dans ta chaussure et que c'est pas très agréable. Mais tu sais quoi en fait, tu peux l'enlever ta chaussure et virer le caillou. Alors que moi, je suis le putain de caillou, tu comprends? Je suis le putain de caillou, je peux pas l'enlever, je suis le putain de caillou. Pour toi, comme tu as déjà tout perdu, tu te dis: «Bon, je vais pas perdre mes proches en plus, alors je vais, fermer ma gueule, hein, bien fermer ma gueule». Ça marche pas, mais non, parce qu'en fait, tu ne saoules pas tes proches qu'avec tes paroles, tu les saoules tout court. Ça se voit sur ta gueule que tu es mal. Tu sais ce que ça fait la douleur? Ça fait comme ça, là, voilà, comme ça tout le temps, là, tu une sale gueule. Mais c'est parce que t'as mal, en fait. Mais les autres, ils comprennent pas que c'est parce que t'as mal, ils croient que t'es mal. Ils te prennent pour une dépressive ou pour, je sais pas, et apparemment, ça, c'est pas bien, ça. Il y en a une qui m'a dit ça une fois, quand j'avais besoin d'aide pour emmener ma fille à l'école. Elle m'a dit: «Ah bah, j'ai failli te proposer, mais je croyais que tu étais dépressive». Ah bah, c'est vrai que je comprends, si je suis dépressive, vaut mieux pas m'aider, hein. T'as tout faux. Quoi qu'il arrive, comme avec les médecins, là où tu dois faire des relevés ou pas les faire, ou voilà, quoi qu'il arrive, t'as toujours tout faux. Toujours, toujours, toujours. On t'aime bien, mais de loin. Voilà. On en reparlera plus tard, hein. Ah non, 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 on n'en reparlera pas plus tard, en fait, on n'en reparlera jamais parce que tu saoules. Bref, tu perds tout et tu apprends qu'il y a des choses qu'il ne faut surtout pas dire. Tu ne dis pas Lime, ça on l'a dit. Tu ne dis pas je suis plus rien, je suis plus personne. Ben non, parce que là on te répondrait ouais, bah pose-toi les bonnes questions. Hum. Ne dis pas je vis un putain d'enfer. Je passe mes journées à attendre toute seule, à me languir des gens que j'aime pour découvrir le soir quand ils rentrent à la maison que je les supporte pas, que c'est un enfer de douleur, leur bruit, leur mouvement. Non, tu dis pas, parce que ça, on t'internerait en fait. Tu ne dis pas, surtout pas, jamais, 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 je suis plus rien, je suis plus qu'une mère. Pour mes mômes, c'est bien parce qu'ils ont encore une maman, mais pour moi qui ne fais que gérer la douleur et ne même pas pouvoir profiter de mes mômes, c'est juste l'enfer. Non, tu ne dis pas, surtout pas ça, parce que là, on te brûlerait. Tu peux pas non plus dire, et pourtant tu as envie, j'ai envie de t'évider les yeux avec mes dents. À chaque fois que tu dis, fais un effort, lui, il souffre vraiment, qu'est-ce qu'il y a, change-toi les idées. Tu vois, toutes les petites phrases comme ça. Je vais te tuer. Je ne suis pas psychopathe. Ah oui, la pire phrase. Je crois la pire de toutes, c'est tu penses qu'à ça. Oh putain. La douleur sapin de Noël et tous les symptômes guirlandes de Noël, là, tu sais, quand tu as mal, quand tu souffres de partout et que tu es en vrac de partout, qu'il n'y a rien qui fonctionne, à chaque instant de ta vie, comment tu veux oublier? Comment, comment? Quand la douleur est permanente et que tu n'es plus jamais toi, à quel moment tu oublies? Je veux bien qu'on m'explique. Ah, moi, je suis preneuse, hein. Ah si, si, je peux oublier, je te jure, je prends. Si, si.
Alors, ce qui est assez terrible, c'est qu'en fait, physiquement, tu te perds parce que tu as mal partout, tu as mal aux muscles, tu as mal aux articulations. Ton corps, il est vieux, vieux. Tu as l'impression d'avoir pris 40 ou 60 ans dans la gueule. Ça, c'est une chose. Mais après, il y a aussi le cerveau qui est touché chez certains. Alors là, Aurélia, en fait, elle détourne ton système immunitaire, mais bah, surtout, elle se sert dans tes réserves, en fait, hein. Elle te pique toutes tes vitamines, tous tes minéraux, tout ce qui fait justement que ton système immunitaire pourrait marcher, mais non. Mais ce qui fait aussi que ton cerveau pourrait marcher, tu vois. Il y a besoin de vitamines et de minéraux pour faire les connexions cérébrales. Donc, en fait, tu as toujours des neurones, hein, mais ils se connectent plus. Et du coup, comme tu as plus tout à fait tous tes minéraux, toutes tes vitamines et toutes tes facultés intellectuelles et que ça rame sévère à l'intérieur, il se passe quoi dans ton cerveau, hein? Ton cerveau il marche plus très bien et donc il déraille. Et si, tu peux avoir des symptômes psy. Ah, c'est rigolo. Pour quelqu'un qui est soupçonné d'être un cas psychiatrique, c'est trop trop rigolo. Qu'est-ce qu'on se marre. Et des symptômes neurologiques aussi. C'est pas drôle. Alors les symptômes neurologiques, ça, je crois le mieux, c'est que j'essaye de te montrer. Parce que là, c'est pareil, hein, si tu le vis pas, non, et c'est pas imaginable en fait, du tout, je crois. En fait, il y a un truc qu'on a un petit peu tous, on va appeler ça une neuroinflammation. En fait, moi, ma doc, elle a même dit une putain de neuroinflammation, parce que la mienne, elle est... Voilà, c'est quand tu as le cerveau qui est en inflammation totale, hein, tout est, tu sais, tout est... Voilà. Alors, alors là, je vais te montrer, hein, parce que c'est pas, on peut pas s'imaginer si on le vit pas, hein. Je vais essayer de te montrer avec les moyens du bord. Bon, c'est pas gagné, hein. La neuroinflammation, c'est vraiment, bah si là, on peut dire l'horreur, hein, je crois, hein, juste l'horreur. Déjà, tu as la lumière. En fait, tes sens, ils marchent beaucoup trop. Tu captes tout, mais alors tellement trop fort, quoi. La lumière, tu vois rien. Tu es complètement ébloui. Tu es chez toi dans le noir, avec pas de lumière, les rideaux, les voilages tirés, mais ça te brûle la gueule. Et puis, il y a les sons aussi. Parce que, alors, comme ton cerveau ne peut pas faire deux choses en même temps, bah, s'il y a un bruit, ok. Mais s'il y en a deux, bah déjà, il ne sait plus d'où ils viennent. Alors, imagine s'il y en a trois, quatre. Et pour bien faire, pour parfaire le décor et que tu sois bien, bien mal, eh bien, chaque mouvement que tu vois te fout le vertige. Voilà, tu vois un mouvement, ton cerveau, il suit comme ça, il suit le mouvement. Je te montre, regarde, attention. Contre, quand j'ai filmé ça, je pouvais pas faire la caméra qui tangue parce que tu as l'impression d'être bourré comme tu sais une caméra qui est mal stabilisée comme ça. Je pouvais pas le faire parce que là sinon je serais tombée par terre en filmant. Donc tu ajoutes encore tout ça et tu imagines que tu passes des journées entières, des semaines, parfois des mois comme ça. Mm, mm. Et puis donc, comme on a dit, eh bien, puisque tu manques de minéraux, de tout ce qui peut faire les connexions cérébrales dans ton cerveau, tu te mets aussi à dérailler et à avoir des symptômes psychiatriques. Ah, ça t'en parle pas, hein? Ah non. Ah non, à personne. Oh non, oula. Tu dis pas, tiens, je, je, je perds complètement pied, la réalité, je la trouve trop chelou. Comme, tu sais, des fois, tu as un mot dans ta tête qui te vient et tu te dis, c'est pas le bon mot, ça, c'est pas. C'est un mot, à force de le tourner dans ta tête, il perd son sens. Il veut plus rien dire. Tu te dis, mais je me gourde de mots, c'est pas le bon mot, si, c'est le bon mot. T'es un peu perdu comme ça. Et ben là, ça te fait ça, mais surtout, tout. Je regarde la vie, je regarde la vie et ça me paraît complètement irréel. J'ai l'impression d'être dans un film. Je regarde mon fils, là, voilà, imagine, tu es à table avec ton mari et ton fils, et te parlent. Alors, toi, tu comprends rien, parce
parce que déjà, tu as l'impression d'être dans un film. Puis ce qu'ils disent, ça n'a aucun sens, si tu comprends pas. Après, ils te posent des questions, alors tu essayes de réfléchir. Ça fait mal hein, quand on réfléchit, hein. Si ça fait mal physiquement, je te jure. Tu te concentres, hein, tu fais l'effort, tu dis qu'est-ce qu'ils disent, de quoi ils me parlent là. De quoi il me parle mon gamin? Puis tu le regardes, ton gamin, tu dis mais c'est mon gamin ça? Putain, attends, ça lui ressemble vachement, mais on dirait c'est pas lui. C'est mon gamin ça? Ah ouais, ça doit être mon gamin. Qu'est-ce qu'il dit mon mari? Hein? Là tu regardes ton mari, oh putain, lui aussi. C'est le mec que j'ai épousé ça? Ouais, si, ça lui ressemble pourtant. Ah non, ça, tu le dis pas. Oula, tu dis à personne. Mais c'était fait pareil sur ta propre image. C'est rigolo. Tu te regardes dans la glace, tu te croises, tu fais oh putain, c'est quoi ce truc? Oh la vache! Alors, tu sais, un peu comme elle disait Florence Foresti, des fois, tu te regardes dans la glace, tu fais oh putain, papa. Mais sauf que là, c'est. Tu te reconnais pas en fait. Tu sais pas que tu reconnais ton père. C'est que tu te dis putain, ça me ressemble vachement, mais c'est moi? Je suis comme ça? Ah merde. Bah là, tu te perds totalement, quoi. Hein. Tu n'étais plus complètement toi. Par intermittence. T'es jamais vraiment là, en toi-même, entièrement. Passe ton temps à essayer de te concentrer, à essayer de comprendre. Tu essayes de garder le cap. Quand d'un seul coup, il y a quelque chose qui fait du sens dans ton esprit, tu te dis, oula, attends, hop, hop, t'as pas le temps de saisir le truc qui s'est déjà tiré. Voilà, tu te concentres, retrouver le fil, le suivre à nouveau, les yeux bien rivés dessus, surtout pas le perdre. Tu tentes de développer une idée, tu reviens sur sur tes pas, tu cherches le chemin, t'es angoissé, tu sais plus. Bon, tant pis. Et puis au hasard, d'un seul coup, tu retrouves une bribe de ce qui de ce qui avait fait se connecter deux neurones. Hop, vite, vite, tu essaies de développer l'idée. Vite, vite, elle glisse, elle rip, eh ben, trop tard, elle t'a échappé. Ton cerveau, il peut plus lancer un calcul et imprimer en même temps. Tu vois? Tu peux pas suivre le fil de ta pensée et en même temps intégrer ce qui se passe dans ta tête. Ça ne marche pas. Ton cerveau ne peut plus faire qu'une seule chose en même temps. Par exemple, si tu as deux sources de bruit en même temps, ah bah c'est le bordel, ça te fout même le vertige, tu ne comprends plus rien. Voilà, il faut une seule source de bruit, il peut se concentrer sur une chose, ton cerveau, pas deux. Laisse imaginer les magasins. Quand tu arrives dans les magasins, il y a du mouvement de partout, il y a de la lumière de partout, il y a du son de partout. Ton cerveau, il fait Conduire aussi, c'est rigolo. Bah oui, parce que c'est pareil. Alors quand tu sais que rien que le fait de passer ton regard de ton tableau de bord à la route, ça te fout le vertige. Ah, tu vois le... Là, je conduis plus, hein. Non, non. Bah, tu arrives à un passage... Moi, j'ai arrêté de conduire le jour où je suis arrivée à un passage piéton. Il y avait un gars qui traversait devant moi, il avait une capuche. Je ne l'ai pas vu. Non, je ne l'ai pas vu. Mon cerveau, on dirait mon cerveau, il voit, il imagine en fait. Il connaît le chemin, donc il voit ce qu'il connaît. Il s'imagine qu'il voit la route. Mais en vrai, il la voit pas. C'est que par souvenir, tu vois. Mais dans la vraie vie, il voit que dalle. Hein. Il n'a pas vu le mec. Non. Et ce qui est complètement dingue, c'est que pour les autres, tu as l'air parfaitement normal. C'est un truc de fou. Toi, tu butes sur tout. C'est complètement démentiel. Tu comprends pas comment les autres ne peuvent pas voir que tu galères. Alors, il y a une chose qui est positive quand même, c'est que comme tu es complètement ravagé du bulbe, eh ben, tu es un petit peu trop ravagé du bulbe pour tout bien comprendre la situation. Je crois que c'est mieux. Si, c'est mieux. Du coup, le malade, il fait des deuils. Des deuils, des deuils, des deuils. Plein de deuils. C'est... Voilà. Puis t'as des gens qui te disent, t'as du courage. Hein. Du courage. Non, le courage, c'est quand tu as une situation merdique là et que tu choisis de l'affronter. Nous, on n'a pas super eu le choix en fait. Hein. Non, ben non. Ça s'appelle plus subir que avoir du courage. Donc maintenant, ta vie, ça consiste à ça. Ça consiste en perdre tes idées tout le temps, vivre dans l'instant.
toute façon, tu peux pas vivre ailleurs, hein. Tu peux pas vivre dans le passé, tu t'en souviens pas, parce que ton cerveau, il imprime rien, tu n'as plus de mémoire à court terme. Tu sais, c'est ça le problème. Je t'expliquais tout à l'heure, tu peux pas faire deux choses en même temps. Imagine, on te demande une opération. Moi, ça m'est arrivé, véridique, hein. Je devais encaisser deux bières à 2 euros et un dio à 2,50 €. Putain, de mon cerveau, ça fait 7, à peu près 7, un peu moins. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il dit ça, mon cerveau. D'où ça lui est venu, j'en ai aucune idée. Mais je pouvais pas retenir les chiffres et calculer en même temps. C'est pas possible. Tu peux pas retenir l'opération à faire et le contenu de l'opération en même temps. Puis alors, au bout de longtemps, quand même, parce qu'il te faut des temps pour bien capter les choses, bah, tu comprends que tu n'iras jamais mieux, en fait, hein, que bah, voilà, tu as tout perdu, mais tu fais des deuils, tu fais les deuils de ta vie passée, les deuils de ton travail, les deuils de ta vie sociale, le deuil de toi-même, de ton intelligence, voilà. Tu développes des stratégies parce que tu n'es pas complètement débile quand même, c'est juste que ça se connecte pas, mais en vrai, ça marche dedans. Si ça se connectait, ça marcherait. Ne peux pas vivre dans le futur non plus parce que là, dans le genre incertain, ça se pose là, hein, tu sais pas. Tu vis dans le présent, enfin, tu vivrais dans le présent si tu pouvais percevoir autre chose que la douleur. Et par moments, ça arrive. Voilà, par moments, ça. Donc, dans ces moments-là où tu n'es pas complètement enseveli sous la douleur, ce que tu fais, c'est que tu mets au point des stratégies pour survivre. Plein de stratégies. Alors, au début, comme tu constates bien que tu perds la boule, que tu n'arrives plus du tout à t'organiser, tu te mets au point des programmes, tu vois. Tu te programmes ce qu'il faut faire dans ta tête, tu te mets des plans. Sauf qu'en fait, tu sais pas si tu vas être en état de réaliser les plans d'une minute à l'autre. Tu es complètement, tu vois. Donc, il n'y a rien de prévisible, de prévisionnable, de- Ça marche pas. Mais ça marche pas parce que ton cerveau peut pas retenir tes programmes. C'est complètement contre-productif. Du coup, tu te mets des charges mentales en place pour pouvoir pallier à tes déficiences. Mais en fait, c'est toi, tu te crées ta propre charge mentale en fait. En t'imposant des programmes pour pouvoir assurer, ben, tu te crées des trucs que tu peux pas assurer. Voilà. Donc tu apprends à plus rien prévoir en fait, hein. Vivre dans l'instant, c'est bien. C'est déjà énorme en fait. Voilà. Par exemple, imagine, tu es un jour vraiment où ça va pas, tu as la tête qui te fait mal, mais qui te fait mal. Ah, tiens, c'est rigolo ça. Ta tête qui te fait mal, c'est une horreur, t'en peux plus. Et tout ce qui te fait du bruit autour de toi, du mouvement ou de la lumière, ça te fait des coups dans la tronche hyper violents, c'est terrible. T'as envie de t'isoler, tu veux te cacher, mais t'es chez toi avec toute ta famille là en fait. Il y a ton mari, tes enfants. Alors toi, tu te réfugies dans les chiottes. Vite, 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 parce que tu sais plus comment faire, tu tiens plus debout, t'es sur le point de t'évanouir, t'as presque envie de t'évanouir tellement tu souffres en fait. Tu te caches dans les toilettes et là tu te dis putain, il faut que je mette au point une plante de fuite. Tu te dis bon, je vais m'enfuir dans ma chambre. Je prends un magazine hein, dans les chiottes, je sors, je passe vite fait dans le salon, je récupère mon médicament, je l'avale, je chope le chat dans la cuisine et hop, je me tire en haut, faire un câlin au chat en me bouquinant. Ah, tu sors des toilettes. Le problème, c'est que à peine tu as ouvert la porte, tu as un petit truc là, comme ça, qui rebondit, qui fait maman, 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 maman. Et toi, tu te fais oh petit, attends, oui, attends, je sais plus. Tu te concentres, tu te dis oh putain, médicament, médicament, vite, te file dans la cuisine en évitant le petit zébulon là, hop, t'arrives dans ta cuisine, tu te dis qu'est-ce que je devais, comment, mon mari te dit quelque chose, tu dis quoi, comment, quoi, plein de fuite, plein de fuite. T'es perdu, tu vois plus rien, tu tournes, tu comprends plus rien, tu sais plus rien, tu te souviens pas ce que tu devais faire. Mais d'un seul coup, t'étais tellement mal, ça te ressaisit là, tu te fais ah si, plein de fuite, c'était ça, plein de fuite. Alors tu sors de la cuisine comme tu peux en tanguant,
Médicament, ok. Le magazine, je l'ai oublié. Je peux pas retourner le chercher. C'est beaucoup trop risqué de faire demi-tour, hein. Tu risquerais de tomber dans les pommes et de perdre tout le fil de ton développement. Il y avait le carnet. Ah oui, je devais prendre un carnet. Oh putain, il est plus là. Oh putain, tant pis. Alors vite, tu montes les escaliers en courant. Oh merde, le chat. Putain, j'ai oublié le chat. Ah ouais, t'en as tellement chié pour monter tes 14 marches. Tu abandonnes, hein. Tu laisses tomber le chat, le carnet, le magazine. Tu t'en fous. Tu vas te foutre dans ton pieu. Voilà, stratégie. Loin de l'égoïsme des autres, bien à l'abri dans le mien. Tu te retrouves aussi à faire plein de choix improbables. Tu sais, comme les trucs des gamins, là, tu préfères avoir un bras de 4 mètres ou un pied coulé dans le béton. Eh ben là, mais ça t'a fait, enfin, je veux dire, la maladie multisystémique de l'infection froide de la post-Lyme, ben voilà, j'ai perdu mon fil. Alors, par exemple, imagine si un jour tu te lèves, tu as de la fièvre, mais tu as de la fièvre, t'es pas bien, tu te lèves complètement brumé, tu as les yeux, déjà ils voient pas droit, et ils voient rien d'ailleurs. Et puis ils sont gonflés, et puis ils brûlent tes yeux. Et puis alors les sinus, pareil. En fait, t'as l'impression qu'ils font un jeu, c'est qui de nous deux explosera en premier? Hein. Le son, la lumière, je t'en parle pas. Alors c'est con parce que pour une fois, il fait beau. Et ça joue sur ton moral, parce que tu es sensible un petit peu à la lumière quand même, hein. Surtout que tu es un peu terré chez toi quand même. Alors voilà, c'est con, il fait beau, mais là, c'est juste pas possible. Déjà dans la maison avec les rideaux fermés, il te faudrait des lunettes de soleil, tu vois. Voilà, choix de l'aimer. Est-ce que je préfère vivre recluse dans le noir et moins souffrir, ou avoir un peu plus mal, mais un tout petit peu de bonheur dans mon cœur? Ah, est-ce que je préfère que les gens me disent oh là là, t'as vraiment une sale gueule, mon Dieu, moi je le vois, hein, que t'es malade, oh là là, t'es moche. Ou oh mais dis donc, t'as bonne mine. Honnêtement, je suis pas sûre. Ça doit dépendre des jours, selon ton humeur. Peut-être il y en a un qui te fait moins chier que l'autre, je sais pas. Mais ça a un bon côté, les choix improbables. Tu apprends à relativiser. Par exemple, imagine, t'as un peu les vertèbres qui coincent, là, ça te pince les nerfs, et depuis quelques jours, t'as des maux de tête, mais alors, que même l'opium légal qu'on te vend, qui te rend pas, c'est pas du tout pour te rendre accro, ça marche pas, il y a rien qui marche, t'as juste envie de te fracasser la tête contre les murs comme ça, et puis d'un seul coup, au bout de quelques jours, ben, tu t'as plus mal, tu retrouves tous tes vertiges par contre, mais, mais t'apprends à te satisfaire, tu te dis, ah bah ouais, j'ai le vertige, ça fait chier, je peux plus marcher, mais j'ai plus mal, et bah ouais, et bah ouais, et bah ouais, on apprend à relativiser, c'est bien, c'est bien. Bref, tu finis par apprendre à vivre uniquement dans l'instant, à laisser venir ce qui vient, accepter ce qui vient, à ne plus compter que sur toi-même et à ne plus prendre en compte que toi-même parce que tu peux plus prendre en compte le reste. Tu apprends à te satisfaire de t'être débarrassé des parasites, des faux amis, de la pression sociale, tout ça. Et en même temps, et je crois que en même temps, c'est normal par moment de ressentir une rage sourde, d'avoir envie de tout péter, d'autant que on ne peut se défouler d'aucune manière, on ne peut plus danser, on ne peut plus chanter, on ne peut plus rien faire. Alors ceux qui savent s'exprimer par l'art ont du bol, pour les autres, ben, il n'y a rien. Du coup, bah voilà, on est borderline. Il faut l'accepter. Mm, mm. Ça vient, ça va, ça vient. C'est comme un tango avec lime. On est borderline. On n'est pas là, on n'a pas lime, mais on est border. Ouais. Et pour en savoir plus sur toutes ces émotions qu'on peut ressentir, qu'on a du mal à cerner, dont on ne sait pas à qui parler, dont on ne sait pas quoi faire, il y a le livre Borderline que tu peux acheter en me contactant, puisque c'est un livre pour des gens qui n'ont plus ni santé, ni argent, ni rien, donc personne ne veut l'éditer.
Voilà. Mais moi, je peux te le fournir. J'ai fait des petits dessins dedans pour illustrer. Tu retrouveras tout ce que tu peux ressentir. Voilà.